avec la naissance du Rassemblement des Républicains RDR. Le paysage politique ivoirien se trouve ainsi profondément bouleversé et la lutte grise très rapidement sur le terrain tribal, régional, ethnique et même religieux. Le débat sur la nationalité d'Alassane Dramane Ouattara alimente les conversations. Bientôt de nouveaux concepts font leur apparition dans le vocabulaire ivoirien. On parle d'ivoirité et de xénophobie. Un front dit républicain est créé par les principaux partis de l'opposition, le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR d'Alassane Dramane Ouattara. Et jugeant les conditions de la tenue des élections de 90 inacceptables, il décrète le boycott actif. La violence qui en découle atteint un point culminant. L'on déplore plusieurs dizaines de morts, 30 selon les chiffres officiels, bien plus selon les sources officieuses. Dans la foulée, le général Robert Gueye, alors chef d'état-major de l'armée ivoirienne, est limogé pour tentative de coup d'État. Le divorce est consommé entre le président Bédié et le général Gueye, cet autre frère oufouettiste. Le climat restera délétère et la tension extraordinairement vive. La polémique autour de la nationalité d'Alassane Ouattara fait rage jusqu'à la date fatidique du coup d'État du 24 décembre 1999. Ce jour-là, une mutinerie se transforme très rapidement en un coup d'État militaire, emporte le régime en place et le président démocratiquement élu est contraint à l'exil. Une partie de la population exulte, quand l'autre retient son souffle et s'en remet à l'Éternel, tout en saluant le caractère relativement non violent de ce putsch. Les partis politiques en général, à l'exception de quelques-uns dont le Parti ivoirien des travailleurs, du professeur Francis Baudier, accueille plutôt favorablement le putsch en le qualifiant de salutaire ou encore d'acte républicain. Il se contente donc d'en prendre acte sans jamais condamner. La communauté internationale condamne, mais prend acte des changements intervenus. Très vite cependant, la joyeuse effervescence constatée dans certaines populations et l'espoir relatif suscité par les nobles intentions déclarées par le nouveau régime vont se transformer en inquiétude sérieuse, puis bientôt en véritable angoisse. En effet, de graves dérapages et des actes de violence deviennent le lot quotidien des populations. La tension sociale, déjà pas au beau fixe depuis quelques années, se ravive et atteint un niveau inquiétant à la faveur des travaux de rédaction de la nouvelle constitution à soumettre à la sanction du peuple. Malgré de vives critiques, notamment à propos des dispositions portant éligibilité à la magistrature suprême, le référendum est organisé et le texte final, à l'appel unanime et officiel de tous les candidats politiques, est voté, et de tous les partis politiques, est voté à plus de 86%. La tension ne baisse pas pour autant. La vie politique, alimentée par les velléités de toutes sortes, se crispe comme jamais auparavant et ne manque pas d'inquiéter la communauté internationale qui tente en vain de calmer le jeu. L'élection présidentielle de l'an 2000 se déroule dans ce climat surchauffé et exacerbé par la disqualification de plusieurs candidats, dont Henri Konan Bédié du PDCI et Alassane Dramane Ouattara du RDR, qui appellent leurs militants et sympathisants à l'abstention. La bataille entre le président Gueye, candidat du peuple, et le président Gbagbo tourne après un imbroglio politique à l'avantage du dernier, non sans de graves dérapages. Comme l'on pouvait s'y attendre, la tension gagne en intensité au lendemain des élections. Une partie de la population, protestant au motif d'exclusion et d'arbitraire, descend dans la rue et réclame de nouvelles élections ouvertes aux candidats écartés. Il s'ensuit un affrontement sanglant et l'on déplore plusieurs centaines de pertes en vies humaines. Le résultat, c'était une tragédie. Plusieurs milliers de nos compatriotes y ont laissé la vie.
Et c'est donc, voilà, mesdames et messieurs, le lourd contexte dans lequel intervient cette élection présidentielle 2010. Voici le lourd contentieux que l'élection présidentielle 2015 est censée trouver une solution, est censée trouver en tout cas la bonne thérapie. Mesdames et messieurs, je viens donc en quelques minutes de vous faire parcourir un quart de siècle. Il m'est apparu important et nécessaire de faire ce rappel pour bien comprendre la proposition que nous allons faire tout à l'heure. Bien sûr, si vous voulez, nous pouvons même faire rapidement quelques analyses. Si nous regardons bien tout ce qui a été dit, à la lumière des faits, je l'ai écrit, j'ai lu, nous pouvons identifier clairement la responsabilité de la classe politique. La vie politique de notre pays a tourné essentiellement autour de 4 personnalités. Le président Rico Nabédié, le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, le général Guèye à un degré moins. Mesdames et messieurs, à la lecture de ce passé difficile, nous constatons que nous avons atteint un point de non-retour entre les différents leaders, entre les différents partis politiques. Et pour cela, si nous voulons véritablement trouver une solution à notre problème, nous devons de mettre un holà. Nous devons de mettre un terme à ce malheureux processus. Pour le faire, mesdames et messieurs, j'ai conçu un schéma que j'ai appelé le schéma du neutre réconciliateur. Vous avez compris que quand deux se battent, l'œuvre de réconciliation incombe à une tierce personne. Ce schéma que je propose depuis 15 ans, qui a été tourné à la dérision, est aujourd'hui, je pense, la chose la mieux partagée, y compris par tous les leaders politiques. Bien entendu, ceci n'était qu'un rappel que propose le candidat Konan Kwadjo-Siméon. Mon contrat avec les Ivoiriens, je les ai énumérés en 7 points. 7 points qui constituent donc les engagements que je veux prendre devant la nation. Je suis celui qui est venu là, sur ce terrain, uniquement pour la réconciliation nationale. Et cette réconciliation nationale, pour moi, passe par la prise en compte des intérêts de nos populations. C'est pour ça mon projet que j'ai baptisé dans l'amour, bâtissons une Côte d'Ivoire unie dans ses diversités, juste, démocratique et prospère, mais comme premier point, le bien-être social de nos concitoyens. Pour moi, c'est le premier point. Et quand je parle de réconciliation, on me dit, mais la réconciliation est après. Mais en fait, la réconciliation est tout un programme. Et pour moi, ça commence par le bien-être social. Je base cette philosophie sur un point important. La Côte d'Ivoire, c'est le pays en tant que sphère géographique, territoriale, mais c'est aussi la nation en tant que peuple. Je considère que le développement doit être harmonieux, c'est-à-dire autant nous nous occupons du pays physique, autant nous devons investir dans le pays nation, c'est-à-dire dans les peuples. Et c'est pour ça que le bien-être social est pour moi une priorité. Bien sûr, parlant de bien-être social, je veux parler de la sécurité, de la défense, de la santé, de l'éducation, la formation, de la lutte contre la pauvreté, je l'appelle le pouvoir d'achat, la lutte contre le chômage, la justice, le logement, le transport, l'environnement, le sport, la culture et le loisir, et également la jeunesse.
Voici pour moi tout ce qui concourt au bien-être social. Et pour chacun de ces points, et je suis sûr que vous me ferez réagir là-dessus tout de suite, j'ai un programme bien précis. Mon deuxième engagement, c'est la nécessité de la relance économique et la reprise du développement. Pour moi, c'est une urgence. Bien entendu, les choses ont commencé dans une certaine mesure à bouger, mais elles ne bougent pas assez vite pour moi. Elles ne vont pas forcément dans le bon endroit pour faire profiter à nos concitoyens. Et là, nous parlerons de la gouvernance économique, de la gouvernance judiciaire, de la gouvernance administrative et de la gouvernance politique. Bien entendu, je vous attends sur ces points également. Mon troisième engagement, c'est la restauration de la paix durable. C'est un préalable pour moi. Je viens de le décrire. La situation est une situation délétère, une situation de conflit. Nous ne pourrons véritablement adresser les problèmes des Ivoiriens que quand nous aurons véritablement réconcilié les uns et les autres, les populations, et entre elles, quand nous aurons réussi la coexistence pacifique, la cohésion sociale. Mon quatrième engagement, mesdames et messieurs, bien sûr, c'est la réconciliation nationale, comme je viens de le dire, qui est la condition sine qua non pour la restauration de la paix durable. Je veux m'appuyer là-dessus sur les valeurs culturelles de notre riche patrimoine, les valeurs spirituelles, bien entendu, dans un pays à plus de 80% croyants. Je veux m'appuyer sur une Côte d'Ivoire unie dans toutes ses diversités. Le cinquième élément, c'est le dialogue, la concertation. Pour moi, c'est une philosophie. Et c'est cela qui doit sous-tendre toute action. Le sixième, je veux inculquer un certain nombre de valeurs à mes concitoyens et surtout à la jeunesse. Le travail, la vérité, la justice, la tolérance. Ce sont des vertus auxquelles je tiens. Et enfin, tout cela, c'est mon septième engagement, doit se faire sur une constance. C'est l'amour. L'amour, la fraternité sont des éléments qui doivent être basiques. Voici mes 7 engagements, Monsieur le Président, sur lesquels vous voudriez bien revenir et je me prêterai volontiers à vos questions. Voici, honorables invités, mesdames et messieurs, le point que j'ai voulu faire. Qu'est-ce que je propose pour ces élections? Je propose avant toute chose la réconciliation nationale. Comment cette réconciliation nationale? Je l'ai dit depuis 15 ans, que cette réconciliation nationale ne peut être une réussite sous la présidence d'un quelconque protagoniste. Aujourd'hui, la preuve a été bien faite. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord de constater que la réconciliation nationale a été un échec, et un échec patent. Cet échec, n'allons pas chercher la cause dans la qualité, dans le manque de volonté, mais plutôt, bien sûr, dans la qualité du réconciliateur en chef. Et je vous l'ai dit, le réconciliateur en chef, c'est le président de la République. C'est lui qui est le détenteur exclusif dans notre système politique du pouvoir, de l'exécutif. C'est lui donc qui peut donner la force, l'initiative pour y réussir. Dans notre cas, le président de la République étant lui-même un acteur majeur et un protagoniste patenté, vous n'êtes pas surpris que cette réconciliation n'ait pas été une réussite. Je proposerai, moi, un processus de réconciliation que je confierai aux hommes de Dieu et aux chefs traditionnels. Car ce sont nos normes qui sont pas particulièrement choqués. Merci beaucoup. Je veux répondre d'abord à ma sœur de Mosaïque, qui dit de tout le temps, les présidents ont été d'un parti politique. Et vous, candidats indépendants, quelles sont vos chances? Je veux dire à madame que, journaliste qu'elle est, il faut qu'elle vérifie un peu ces informations. Car le cas ou les cas où les candidats indépendants ont été présidents de la République sont légion. Vous pouvez regarder un peu autour de nous, à côté de nous,
Yaïbouni, il était candidat indépendant. Deuxième élément, vous dites quelles sont vos chances. Eh bien, mes chances sont réelles. Je voudrais dire que les candidats indépendants, et je prêche un peu pour mes amis, collègues, candidats indépendants, ont de l'ambition pour leur pays. Ils viennent avec un programme, un projet. Et les Ivoiriens, qui sont des personnes matures, en jugeront. Et je l'ai dit tout de suite dans le petit élément, si le législateur n'a pas trouvé nécessaire d'exclure cette possibilité de se présenter en n'étant pas d'un parti politique, c'est bien parce que dans la démocratie, il y a de la place pour les candidats indépendants. Et je veux dire que mes chances pour moi sont réelles. J'ai été candidat à l'élection présidentielle 2010. Je suis sorti de cette élection en étant 7e. Derrière moi, il y avait des candidats de partis politiques, de gros partis politiques. Voilà, madame, la démonstration qu'on peut être candidat indépendant et avoir la confiance de ses compatriotes. Je voudrais passer à la question de IMAG. Et la question est bien précise. Je crois que nous n'avons pas de complexe à avoir. Cette question répond un peu, rejoint un peu la question de mon frère. Je voudrais dire que je ne suis pas venu à la politique pour faire de la politique politicienne. Je n'ai pas de parti politique. Je n'ai pas de militants, j'ai des sympathisants. Je ne sais pas si je vous ai bien compris. Mais je suis un homme de foi. Et j'ai foi en la conviction de mes arguments. J'ai foi en ce discernement désormais de mes compatriotes. Le frère du sursaut me dit: vous voulez prendre les chefs traditionnels, les chefs religieux, eux-mêmes qui ont échoué avec la CDVR. D'abord, je voudrais vous informer que les responsables religieux et les honorables chefs traditionnels qui faisaient partie de cette commission, à ce que je sache, n'ont pas été désignés sur des bases consensuelles. Il m'a semblé que ça a été des nominations d'autorité. Et je ne peux pas considérer l'échec de 2 ou 3 personnalités, fussent-elles éminentes, comme l'échec d'une corporation. Bien sûr, nous avons des chefs traditionnels qui sont devenus plus politiques que les politiciens eux-mêmes. Nous avons des chefs religieux qui sont plus politiques que les politiciens eux-mêmes. Mais moi, je parle des chefs traditionnels et des chefs religieux qui ont un respect scrupuleux pour leur propre responsabilité, pour le trône qu'ils incarnent, pour la mission qu'ils ont. Et ces chefs-là, je peux vous dire, existent. Ces chefs religieux et ces chefs traditionnels existent.
Et je travaille depuis 15 ans avec ces partenaires et je vous dis, c'est la chance que la Côte d'Ivoire a encore. Et le frère d'Arc-en-Ciel qui a trouvé ce passage avec une chanson baoulée, un acte de tribalisme. Je voudrais rapidement, pour évacuer ça, dire que tout à l'heure, quand je faisais donc le rappel, j'ai effectivement parlé de tribalisme. Mais heureusement qu'en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas arrivés véritablement à un point de non-retour à ce niveau. Les Ivoiriens, aujourd'hui, collaborent. Le problème, il est plus politique. La religion également, heureusement. Mais que nous passions avec... Vous auriez souhaité peut-être que ce soit avec une musique neutre, vous avez dit, n'est-ce pas? Sauf que vous ne m'avez pas cité l'ethnie qui est neutre en Côte d'Ivoire. Et donc, je serai tout à l'heure, je vous contacterai discrètement pour m'aider à trouver l'ethnie qui est neutre. Et vous me demandez, où étiez-vous? Où étiez-vous? Vous venez nous dire aujourd'hui comme ça, il faut la réconciliation, ainsi de suite. Monsieur, vous avez raison. Mais journaliste que vous êtes, vous vous préoccupez que des hautes personnalités, n'est-ce pas? Quand celles que vous considérez comme de petit niveau vous appellent, vous ne venez jamais. Et après vous dites, on ne vous a jamais vu. Mais attendez, les journalistes sérieux dans ce pays savent que Konakwadio Sibéon organise régulièrement des déclarations, des conférences de presse, et j'ai un pressbook de combien de pages? D'à peu près 300 pages. Alors revoyez un peu, chers amis, vos relations avec les personnalités qui s'intéressent, qui ont de l'ambition pour ce pays. Moi, depuis 15 ans, je ne fais pas le show à la télévision. D'ailleurs, votre télévision, à part votre mentor, qui d'autre a droit? Alors je suis désolé, on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Vous empêchez à toute personne n'ayant pas la même opinion de vous de s'adresser aux Ivoiriens sur leur télévision. Et après vous venez dire, on ne vous a jamais vu, où étiez-vous? Eh bien moi, depuis 15 ans, je parcours le pays. Depuis 15 ans, il n'y a pas un seul département de la Côte d'Ivoire que je n'ai pas parcouru. Demandez à toute la chefferie traditionnelle. Tout le nord, tout l'ouest, je parcours. Et je fais de la réconciliation nationale. Je travaille à la coexistence pacifique. Voilà ce que je suis, cher ami. Et vous m'apprenez que c'est l'autorité, la haute autorité de la communication, la ACA, qui gère donc la communication, que ce n'est pas la CEI. Eh bien, mon cher ami, je suis vraiment désolé. Il va falloir que vous expliquiez ça aux Ivoiriens qui payent leur contribution chaque fois pour que cette télévision-là appartienne à tous. Je me suis adressé à la CEI parce que c'est la CEI qui m'a dit qu'elle était capable d'assurer l'équité, la transparence et la justice de cette élection. Eh bien, c'est à la CEI de s'adresser à Sahaka et lui demander d'être juste. Merci, mon fils. Eh bien, ces 4 candidats qui marchent, je l'ai su en lisant donc la presse. Je n'ai pas été approché en tant que candidat. Pour autant, je crois savoir que ces 4 candidats marchent pour réclamer les meilleures conditions pour ces élections. Et je crois que là-dessus, tous les candidats, en tout cas du changement, disent exactement la même chose. Ces candidats ont mon soutien et vous savez, la lutte n'est pas seulement dans la rue. À notre niveau,
nous faisons ce que nous pouvons. Moi-même, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis justement en train de rencontrer ces différents candidats pour que nous ayons une synergie d'action. Savez-vous, j'appelle à l'union et au consensus parce que j'estime que même si chacun doit aller de son propre chef à ces élections, ce n'est pas une mauvaise stratégie, mais il faut que nous le faisions en synergie. Il faut que nous soyons ensemble. Parce que ma sœur qui s'inquiétait de ma qualité d'indépendant doit savoir que à cette élection présidentielle qui arrive, c'est un candidat indépendant qui gagnera. Donc, mes chers collègues candidats ont mon soutien. Et maintenant, Romuald, il dit, vous avez subi, il a même employé le terme de victime, subi un échec cuisant en étant 7e. Et quel est votre bilan? Mais le bilan, c'est ce que vous avez fait, mon cher ami. J'ai été 7e. J'ai été 7e. Je suis venu après Alassane Ouattara, après Gbagbo Laurent, après Mabry Touakeuse, après... non, j'ai oublié le président Bédié. Il était parmi aussi? Ah, bon. Alors, donc, après Alassane Ouattara, après Laurent Gbagbo, après Bédié, vous savez, quand je cite un, j'ai l'impression d'avoir cité l'autre, puisqu'ils sont ensemble maintenant. Après Mabry Touakeuse, après Niamey Kona, après le professeur Vaudier, coude à coude, et c'était moi. Voilà mon bilan. Candidat indépendant, illustre, inconnu, n'ayant pas fait campagne, qui a eu simplement 90 minutes. 90 minutes pour s'adresser à la nation. Le jour J, on a coupé le courant dans toute la Côte d'Ivoire. Donc seulement quelques Ivoiriens à Abidjan ont vu. J'ai eu donc ce rang honorable. Pour moi, ce n'est pas un échec, chers amis. Je ne suis pas candidat pour être candidat. Je ne suis pas candidat pour forcément être premier. Je suis candidat pour faire passer l'idée. Je suis candidat pour indiquer un chemin. Et aujourd'hui, si en Côte d'Ivoire, ce n'était pas le charme des hommes qu'on choisissait, ce n'était pas la puissance financière et relationnelle des uns et des autres qu'on privilégiait, que c'était les idées qu'on votait, comme ailleurs dans les autres démocraties, le candidat Kona Gwadio Siméon serait le président de la République de Côte d'Ivoire. Car, au fond, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Tous les candidats parlent de quoi? Réconciliation nationale. Je le dis depuis 15 ans. Pour mon frère qui me voit pour la première fois. J'ai réuni régulièrement la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, tous les chefs de Côte d'Ivoire, tous les chefs religieux, régulièrement, pour dire voilà l'horizon de notre pays n'est pas bon. Commençons par poser les jalons de la réconciliation nationale. Il y a 15 ans, le 21 février 2001, j'ai fait le tour de tous les partis politiques. Il n'existe pas un parti politique en Côte d'Ivoire qui n'ait pas été visité par mes documents. Le président Francis Baudier peut en témoigner, lui qui, en 2001, en avril 2001, a accepté de nous recevoir. Il est témoin. La réconciliation, n'est-ce pas la chose la mieux partagée aujourd'hui? Quand je le disais à l'époque, on me disait, mais réconcilier qui et qui? J'ai encore entendu la question ici d'une Ivoirienne, et je suis un peu surpris. La réconciliation est la chose fondamentale aujourd'hui. Donc si c'était les idées, chers amis, le président de la République s'appelle Kona Gwadio Siméon. Voilà, donc, moi c'est les idées. J'ai été 7e, même ceux qui ont été derniers avaient une ambition pour leur pays. Je dis, il y a des leaders de partis politiques, il y a des partis politiques que je respecte. Le PIT est un grand parti politique, nous sommes venus au coude à coude. Eux, ils ont un financement public, ils ont tout. Il y a beaucoup de partis, n'est-ce pas? Donc,
prenez-moi de moins haut, je suis un candidat sérieux. Et allez demander au président Alassane Ouattara, il vous le dira. Vous savez, nous étions combien? 14 en 2010. Combien sommes-nous aujourd'hui à remplir, à part le président sortant? Je suis le seul. Posez-vous la question pourquoi? Eh bien parce que je suis un homme de conviction. Je suis un homme de mission. J'aurais pu moi aussi monnayer ma place. Vous avez cru que je n'étais rien, mais tous les deux qui partaient, mon Dieu, ont courtisé, hein, à fond. Je ne trahis pas un secret, je vais vous dire une chose, et puis je vais finir avec cette question. Entre les deux tours, le président Laurent Gbagbo m'a appelé. Et je suis allé le voir. Il a dit, jeune frère, je souhaiterais qu'on fasse le chemin, le bout de chemin restant ensemble. J'ai dit, président de la République, je suis honoré, je suis venu parce que vous êtes le président de la République. C'est un honneur pour moi. Mais je vous prie, Excellence, de bien vouloir accepter de me laisser dans ma position de neutralité. Parce que cette position est attachée à ma mission. Et si vous me laissez, Monsieur le Président, je serai plus utile demain à la Côte d'Ivoire et je vous serai plus utile. Remarquez ça, je vous serai plus utile. Le ministre des Affaires étrangères était témoin. Le président Alassane Ouattara non plus n'est pas resté sans essayer. Tous ces grands collaborateurs, le ministre Mabrit Ouakeus, le ministre Badama Maurice, le général Koulibaly, je leur ai dit exactement ce que j'ai dit à Laurent Gbagbo. Je suis un homme de conviction. Vous savez ce que ça rapporte. Quand on dit j'ai compris, je vais appeler à voter pour vous. Si je suis candidat, seul candidat à remplir, c'est parce que j'ai tenu à ma position de neutralité. J'ai payé le prix pour cela. Et pour ça, je suis un candidat sérieux. Et le frère continue pour me dire, mais et l'indicateur, comment on sait que la Côte d'Ivoire est réconciliée? Eh bien, le jour où on ne dira plus pro-Gbagbo, pro-Ouattara, le jour où les milliers d'Ivoiriens ne préféreront plus les conditions difficiles de l'exil par peur pour leur vie dans leur pays, le jour où on ne sera pas obligé de mettre l'armée partout à nos frontières par crainte d'une tentative d'une déstabilisation, le jour où les Ivoiriens se retrouveront comme du temps du Félix Houphouët-Boigny dans les concertations nationales, où l'on échangera, où la cohésion sociale sera de retour, mon cher ami ou ma chère amie, vous trouverez là les indicateurs. Ça saute aux yeux. Aujourd'hui, la méfiance est de règle. Et sauf ceux qui ferment les yeux. Chers amis, je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Abidjan. Ce n'est pas seulement le marché d'Adjamé. La Côte d'Ivoire, c'est aussi nos contrées. C'est les difficultés. Allez-y voir les problèmes de foncier rural. Allez-y voir comment les communautés sont sur le pied de guerre. Voilà la nécessité de la réconciliation nationale. Alors, je vais terminer pour dire qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Puisque le roi lui-même dit qu'il faut la réconciliation nationale. Allons acceptons et allons à la réconciliation nationale. François, il dit pourquoi avez-vous fait acte de candidature tout en sachant que la CEI n'était pas... et si ça ne changeait pas, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ça changera. D'abord, pourquoi je suis allé faire acte de candidature? Remarquez que j'étais le troisième, hein, après le président. Tous les autres sont venus après. Même ceux qui sont venus après m'ont dit, oui, mais tu sais bien que ce n'est pas comme ça, pourquoi tu es allé? Mais après, ils sont venus parce qu'ils se sont avisés. N'est-ce pas? Je m'honore de m'inspirer de la philosophie politique du président Félix Houphouët-Boigny. Il disait qu'il préfère l'injustice au désordre. Parce qu'avec l'injustice, à force d'échanger, à force de dialogue, on peut réparer le tort. Mais avec le désordre,
quand il s'installe, ça prend des vies humaines, ça prend des souffrances et ça prend du temps. Je suis allé être candidat et cela m'a ouvert voie au chapitre. J'ai pu parler à celui qui m'a reçu en disant votre CEI n'est pas juste, il faut y travailler. Et c'est très bien que tous les autres aient compris ça, qu'ensemble on dénonce. Et je dis que les conditions seront réunies parce que cette CEI appartient à tous les Ivoiriens et il n'y a pas plus Ivoirien qu'un autre sur cette terre de Côte d'Ivoire. Nous nous battrons avec les voies, bien sûr, légales et démocratiques pour que ces conditions-là soient équitables. Et en fait, de quoi a-t-on peur? De quoi a-t-on peur puisque d'ores et déjà, on programme des choses d'après les élections, comme si on avait déjà gagné. Mais alors, faites les jeux et puis allons-y aux élections pour mesurer véritablement. Vous savez, cette élection, c'est un référendum. Il y a d'un côté ceux qui sont satisfaits de la gestion du pouvoir en place, et puis de l'autre côté, ceux qui ne le sont pas. Permettez que de deux côtés, on s'exprime, et vous verrez bien que c'est un candidat indépendant qui gagnera ces élections. Monsieur Tressia, ne doutez pas. C'est pour vous que j'ai fait la démonstration de tout à l'heure. Si j'étais juste un Ivoirien candidat pour lui-même, oui. Je ne suis pas candidat à la légère. Je ne suis pas un homme politique. Et ma soeur l'a si bien dit. Je n'ai aucun passé. Et je mets quiconque au défi de prouver par ne serait-ce que la mise en exergue d'un document mentionnant mon émargement à une réunion politique. Jamais je l'ai été. Je suis membre de la société civile. Et pour ceux qui sont de la société civile, ils devraient me connaître. Mais j'ai été interpellé par la situation difficile de mon pays. Et je dois vous le dire, au risque, encore une fois, de me faire, de me prêter des intentions ou des prétentions trop spirituelles. Je suis candidat par appel de Dieu. Sinon, ils ne sont pas nombreux les Ivoiriens qui crachent sur des millions qu'on leur propose. J'aurais accepté d'être ministre de Laurent Gbagbo ou du président Ouattara. Parce qu'en fait, ceux qui ont été ministres, je ne l'ai pas fait parce que j'ai une mission. Et cette mission s'exerce pour la réconciliation nationale, s'exerce à la tête de l'État. Vous avez dit, cher Tressia, que pendant 30 ans, l'autre a proposé quelque chose quand il est arrivé, il n'a pas fait. Vous avez cité le cas de Laurent Gbagbo, vous avez cité le cas de... Mais vous savez, c'est un qui n'a pas encore été président, mais enfin, il était sur la voie qu'il a dit. Il paraît que le diable possède à ce poste. Et moi, de ce point de vue, je suis, entre guillemets, canqué. Le diable ne peut pas me posséder. Je viens là pour une mission. Je vais gérer cette mission avec ceux qui sont capables de le faire, les chefs traditionnels, encore une fois, et les chefs religieux, ceux qui ne sont pas inféodés aux partis politiques. Et quand je réussirai cette réconciliation nationale, je m'en irai pour d'autres missions. Je vous remercie.